Je suis Jacques Fretsch, le directeur du Mémorial de la Shoah. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus si nombreux. C'est très émouvant de vous voir aussi mobilisés sur cette première phase de la construction de ce musée à Nice, puisqu'il s'agit aujourd'hui du lancement des travaux. Alors, je voudrais remercier la Villa Masséna et le directeur de la Villa Masséna, Jean-Pierre Barbero, qui est un vieux complice, si je peux me permettre, Jean-Pierre, d'utiliser cette expression, puisque cela fait des années que nous menons ensemble des projets, et je voudrais vous remercier de nous accueillir dans ce site extraordinaire. Je voudrais aussi remercier les services de la ville et le service du protocole qui nous ont aidés à organiser cette cérémonie. Et bien sûr, je voudrais saluer tout particulièrement Martine Waknin, qui nous accompagne depuis le début dans ce projet. Je voudrais la remercier de sa patience et de sa bienveillance. Et enfin, je voudrais vous remercier, Monsieur le maire, de votre confiance, car ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans votre envie, sans votre détermination. Et je voudrais vous en remercier. Je voudrais enfin saluer toutes les personnalités qui sont venues de Nice, mais d'un petit peu plus loin, parfois de Paris et même d'ailleurs, pour marquer cet événement. Nous allons brièvement essayer de vous montrer ce projet sur lequel nous travaillons. Et quand je dis nous, je voudrais inclure Jennifer Carré de l'agence Février Carré, qui est l'architecte du projet, et toute l'équipe de la maîtrise d'œuvre. Beaucoup sont ici présents aujourd'hui. Je voudrais les saluer et leur dire que nous sommes confiants, la pression est là, je le dis à la maîtrise d'œuvre, la pression est là. Donc il faut absolument que nous fassions un très beau projet. Je voudrais remercier les familles qui nous ont d'ores et déjà confié leurs archives dans la perspective de la réalisation de l'exposition permanente de ce musée. Et j'en profite pour lancer un appel à celles et ceux qui sont ici et qui ne nous ont pas encore confié leurs archives. Je voudrais marquer notre reconnaissance envers nos partenaires financiers, la région, le ministère des Armées, la mission Libération, la Clems Conférence. Remercier les donateurs qui se sont déjà manifestés. J'en vois un juste devant moi, qui nous accompagne avec gentillesse, qui ne veut pas que je cite son nom, alors je ne le dirai pas, il a le même prénom que moi, mais je voudrais le remercier pour sa confiance et son amitié. Et bien évidemment, j'espère que les donateurs qui se manifesteront seront encore nombreux, parce que nous avons un budget à boucler. Nous avons voulu vous montrer les coupes de ce que sera le futur musée. Et il y a également une maquette du projet. Et j'invite Monsieur Christian Estrosi et Monsieur Éric de Rothschild à bien vouloir nous rejoindre pour le dévoilement de cette maquette. Monsieur le maire, cher Christian Estrosi, Monsieur le préfet Mathias Hoth, qui est aussi le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, Monsieur Patrick Amoussou Adéblé, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, Serge et Beate Larsfeld, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes,
mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, et surtout ce que je dirais, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment qui est à la fois solennel et porteur d'espérance. Et je vous remercie profondément de votre présence ici ce soir. Je suis particulièrement heureux que nous puissions installer le mémorial à Nice, car l'histoire de cette ville est singulière, complexe, tragique et je dirais même exemplaire. Cette histoire est d'abord marquée par l'application des lois antisémites du régime de Vichy et qui est suivie par la rafle du 26 août 1942 organisée par les autorités françaises à la demande des nazis. Ce jour-là, ce fut des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants qui furent arrêtés et promis à la déportation et à la mort. La France, à ce moment-là, abandonnait des Français. En novembre 1942, l'occupation italienne s'installe. Les Italiens, contrairement aux autorités de Vichy, protègent la population juive, comme ils le feront d'ailleurs dans toute l'Italie. Et ils s'opposent aux directives des nazis. Pour beaucoup, ce fut un répit, un fragile espoir. Las, en septembre 1943, après la capitulation de l'Italie, la Wehrmacht et la Gestapo prennent possession de Nice. Alors commencent les rafles les plus brutales dans les rues, dans les hôtels, dans les maisons. Pour mener cette entreprise de terreur, Alois Brunner, bras droit d'Adolf Eichmann, qualifié d'architecte de la solution finale, vient lui-même sur le terrain à Nice. Sa présence témoigne de la volonté des nazis d'arrêter le plus grand nombre de juifs et d'anéantir toute vie juive dans la région. Entre 1942 et 1944, 3700 personnes, dont 316 enfants, furent arrêtés à Nice et dans la région, puis déportés via le camp de Drancy. La grande majorité d'entre elles furent assassinées au camp d'Auschwitz. Mais l'histoire de Nice et de la Côte d'Azur, l'histoire de Nice et de la Côte d'Azur pendant la guerre n'est pas seulement celle de la persécution, c'est aussi celle du courage, de la solidarité, de la fraternité. Savez-vous que plus de 150 juifs, juste parmi les nations, ont été reconnus par Yad Vashem pour avoir sauvé des juifs dans cette région. 150 personnes. C'est donc 150 familles qui bravaient la prison et la mort pour sauver des juifs qui, pour la plupart, ils ne connaissaient même pas. C'est une magnifique et extraordinaire exemple de fraternité et de générosité. De très nombreux réseaux ont permis ce sauvetage. Je ne peux tous les citer, mais parmi eux, le réseau Marcel, abrité dans les locaux de l'archevêché par M. Raymond, lui-même évêque de Nice, il a joué un rôle décisif pour protéger plusieurs centaines d'enfants juifs et leur éviter la déportation. Ces gestes témoignent qu'au cœur des ténèbres, certains ont su rester humains, comme le petit village de Saint-Martin de Vésubie,
qui a accueilli plusieurs centaines de réfugiés juifs. C'est ici, à Nice, que Simone Veil, encore adolescente, fut arrêtée avec sa famille avant d'être déportée. C'est ici également que Charlotte Salomon, artiste de génie, fut arrêtée puis assassinée au camp d'Auschwitz alors qu'elle portait en elle la grande créativité de l'art. Et c'est ici encore que le père de Serge Klarsfeld, qui nous honore de sa présence et surtout de tout ce sa présence marque, rappelle tout ce qu'il a fait pendant sa vie. J'y reviendrai d'ailleurs dans quelques instants. Et c'est donc le père de Serge qui fut arrêté, déporté, puis assassiné à Auschwitz. Pardon. Voilà, ok, merci. Ces destins rappellent que la Shoah ne fut pas une abstraction lointaine, mais une réalité qui eut lieu dans cette ville, dans ces rues, dans cette région. Cette tragédie familiale, Serge et Beate Klarsfeld ont en fait une force d'un combat inlassable pour la vérité et pour la justice. La force d'un travail acharné pour documenter les crimes et identifier les bourreaux. La force enfin de transmission constante adressée à la jeunesse. Chère Serge, chère Beate, votre présence ici, et vous, Beate, la formidable épouse de Serge, vous conférez à cette cérémonie une portée particulière, une portée historique. Cette future présence à Nice s'inscrit dans la lourde mission du mémorial de la Shoah, déjà présente à Paris, à Drancy, à Clermont-Ferrand, à Orléans, à Pithiviers et au Chambon-sur-Lignon. Cette lourde mission, cette difficile mission, c'est celle de l'éducation. Le mémorial, sachez-le bien, est un lieu d'histoire et d'éducation. Et ce rôle est plus nécessaire que jamais, car l'antisémitisme connaît une résurgence plus qu'inquiétante. Les amalgames et les confusions prolifèrent, les fausses informations, le complotisme et la haine circulent sans frein sur les réseaux sociaux. Ces mouvements sont soutenus par les millions, je ne sais pas si on peut même pas dire les milliards, qui sont dépensés par des pays qui veulent aussi et à nouveau la disparition des Juifs dans notre monde. Face à cela, une seule réponse, l'éducation. Éduquer, ce n'est pas seulement transmettre des faits et lutter contre l'oubli 80 ans après la Shoah. C'est à apprendre à reconnaître la haine, à comprendre et à répondre à la haine, non par la haine, mais par la tolérance, l'ouverture à l'autre et à ses différences. C'est donner à chacun les moyens de discuter et de distinguer le vrai du faux. C'est rappeler que l'antisémitisme n'est pas juste une opinion, mais un poison et aussi un délit. Éduquer les jeunes générations constitue une priorité du mémorial et que nous nous attacherons fermement à développer ici à Nice. La création de ce musée n'aurait pas pu voir le jour sans votre soutien, cher Christian Estrosi, et sans votre engagement. C'est grâce à votre initiative
que le conseil municipal de la ville de Nice a bien voulu mettre ce bâtiment, la station EDF Le Bon, à la disposition du mémorial de la Shoah. Et je veux publiquement vous manifester ma reconnaissance. Un très très grand merci à la ville de Nice d'avoir compris la nécessité que dans ce lieu, il fallait pouvoir rappeler tous nos combats. Je voudrais également d'ailleurs remercier la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministère des Armées, ainsi que l'État représenté par le préfet Mathias Hoth et M. Patrick Amoussou Adéblé, secrétaire général de la préfecture, dont je veux saluer la présence. Nous avons la chance d'être dans la région où les collectivités, la mairie en premier lieu, et les associations sont fortement engagées dans l'enseignement de l'histoire de la Shoah. En lien avec elle, le mémorial mène déjà de nombreuses actions sur ce territoire. Des ateliers pédagogiques, des expositions itinérantes, des voyages d'élèves à Auschwitz. À cela s'ajoutent les initiatives que nous construisons directement avec le rectorat pour former à la fois les enseignants et mener des projets pédagogiques avec les élèves. Le futur du mémorial ici, à Nice, donnera une nouvelle forme et une nouvelle visibilité à cet engagement commun. Dans quelques mois, nous ouvrons nos portes. Des élèves, des enseignants, des familles, des citoyens y entreront. Et j'espère qu'en ressortant, ils porteront en eux une conviction que la mémoire et l'histoire ne constituent pas une charge, mais bien au contraire, une force pour éclairer notre présent et notre futur. Un élan général indispensable pour refuser l'indifférence et aussi la haine. Un pilier pour défendre la tolérance, la dignité humaine, la République et l'avenir de notre démocratie. Car comme l'écrivait Primo Levi, c'est arrivé, donc cela peut arriver à nouveau. J'ajouterai avec effroi que cela arrive à nouveau. Je voudrais pour terminer remercier toutes les personnes qui d'ores et déjà ont commencé à apporter leur soutien à cette magnifique présence qui sera, comme vous avez pu le voir grâce à la présentation de la maquette, vous pouvez le voir, ce sera un endroit tout à fait inoubliable et totalement utile. Je vous remercie profondément tous. Bien, je veux naturellement saluer en tout premier lieu, même si je devrais saluer d'abord messieurs les préfets, monsieur le président Éric de Rothschild, qui lorsque nous avons signé cette convention au mémorial de la Shoah à Paris, a accordé à Nice cet immense honneur de pouvoir nous retrouver aujourd'hui pour réaliser à notre tour ce mémorial qui dit tant de choses d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et monsieur le secrétaire général de la préfecture, qui représentait l'État français avec monsieur Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et naturellement la haine anti-LGBT. Merci de votre présence tous deux pour représenter l'État français. Je veux saluer madame la sénatrice Dominique Estrosi Sassone et naturellement l'ensemble des élus et
particulièrement mon collègue maire de la Trinité, vice-président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, Madame la vice-présidente du département, Mesdames et Messieurs les élus de la ville, de la métropole, du département et de la région qui sont parmi nous à cette occasion. Mais je citerai particulièrement parmi les élus parce qu'elle est plus qu'une élue à mes côtés, celle à laquelle vous avez rendu hommage et avec laquelle nous partageons depuis si longtemps maintenant ce parcours à deux, en commun, de partout, ici, en Israël, à Auschwitz et même au camp d'Émile, Martine Waknin, qui à tout instant a été pour moi une sorte aussi de guide et avec laquelle nous avons veillé à ce que Nice, aujourd'hui, on me dit souvent, et comment ça se fait qu'à Nice, dans cette montée de la violence, dans cette montée de l'antisémitisme auquel nous assistons, on ne voit pas, on ne cite pas Nice, palmarès des atrocités auxquelles nous assistons dans notre pays, à l'identique des autres grandes villes et métropoles de notre pays. Et c'est parce que, à la fois avec Martine, avec les représentants de la communauté juive que je veux représenter très nombreux ici, et je pense à Franck Israël, notre président du consistoire Côte d'Azur, à Maurice Nidam, celui de Nice, à Stéphane Assoun, le président du Fonds social juif unifié, à Alain Balamadian qui représente notre ami Jérôme Culioli, le président du CRIF, mais aussi à notre grand rabbin et à tous les rabbins qui sont autour de nous, et auxquels je veux associer Daniel Vancier, notre ancien président de Yad Vashem, auquel a succédé avec talent une autre combattante de tous les instants, Michel Merovka, qui est celle, avec Daniel, à laquelle nous devons que nous n'ayons oublié aucune école dans Nice depuis près de 15 ans où nous faisons ce parcours, où ne figure pas sur une plaque le nom d'un élève qui a été arraché par la Aloïse Brunner pour aller directement à l'hôtel Excelsior et ensuite à la Gartière. Nous, on a lâché sur rien de rien, depuis ce mur des déportés qui compte 3604 noms et où sans la ténacité d'un travail inlassable de Serge Klarsfeld pour nous accompagner, pour réussir à retrouver la trace de ces 3604 noms, à tes côtés, mon cher Daniel, nous ne pourrions pas avoir cette fierté d'avoir sur notre colline du château, près de notre cimetière israélite, au fond le second mur le plus grand de France, à côté de celui qu'on trouve au Mémorial, ou encore ce mur des Justes, ou encore tout récemment avec Pierre-François Veil, on rajoutait une plaque, la plaque du juste inconnu, parce que nous avons compris aussi une chose, c'est que beaucoup sont identifiés, d'autres n'ont jamais cherché, en restant dans la discrétion, dans la modestie, à être identifiés dans le rôle qu'eux-mêmes ou leurs familles ont pu jouer. Et nous avons voulu qu'ils aient aussi une plaque qui les incarne tous, ce mur étant encadré par ces deux oliviers magnifiques du Mont Carmel, qui dit beaucoup de choses sur la colline du château. Et je pourrais parler de ce que nous avons inauguré au lendemain du 7 octobre, cette œuvre remarquable de Johann Sfar, qui trône aussi sur cette colline du château. Il y a quelques jours, cet olivier de la paix que nous avons planté en mémoire d'Ilan Halimi dans notre jardin Albert Ier. Et donc, monsieur l'inspecteur d'académie, en vous saluant, et où nous faisons aussi dans le domaine de l'éducation beaucoup de choses dans ce domaine, on sait que c'est dans ces moments-là où chacun se dit qu'on a une part de destin de l'avenir de notre pays à prendre en main, qu'on peut éveiller des consciences plutôt que de se cacher.
monsieur le grand rabbin a une parole libre à l'intérieur de la synagogue et de toutes nos synagogues ici à Nice. Moi, j'ai une parole républicaine, et cette parole républicaine, je l'utilise à plein, avec ceux qui m'entourent, avec vous, en saluant d'ailleurs les cultes qui sont présents parmi nous ce matin. Et la République est représentée à travers la diversité de ses cultes aussi, en saluant le Père Philippe Assau, en saluant notamment le frère dominicain, le frère Charles Moïse, qui est à nos côtés, ou encore le président de l'Union des Tchétchènes des Alpes-Maritimes, l'imam Magamadov, qui est à nos côtés. C'est vous dire que, voilà, d'avoir réussi cette Alpes-Maritimes fraternité aussi, sert de rempart et nous sert à éveiller un certain nombre de consciences. Et naturellement pour nous, ce que nous faisons ce matin, Monsieur le Président Éric de Rothschild, était un geste de plus essentiel pour marquer les choses dans cette ville dont vous avez rappelé tous les traumatismes qu'elle a rappelés. Je veux souligner la présence parmi nous aussi d'un centenaire autrichien, Herbert Traube, résistant pour la France et qui est à nos côtés aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est toute cette diversité que nous incarnons à cette occasion. Alors, je commencerai en disant Tsaror, ce mot hébreu biblique, qui dit tout. Souviens-toi et ne cesse jamais d'en parler. C'est avec ce mot que le président Jacques Chirac, il y a 20 ans, inaugurait le mémorial de la Shoah à Paris, avec vous-même. Et 20 ans plus tard, c'est à notre tour d'accueillir à Nice une antenne de ce mémorial. Il le fallait parce que Nice, la libre, a incarné au début de la guerre une espérance. L'espérance d'un lieu hors des persécutions, hors des déportations, hors de la folie nazie antisémite, où le danger paraissait moindre. Cette promesse n'a pas été tenue. Et Nice, qui aurait dû être un refuge, s'est transformée, bien malgré elle, en un piège pour les Juifs qui s'y étaient réfugiés. Cette promesse trahie, c'est celle qu'on lit ou que l'on voit dans ce film, au-delà de son ouvrage, dans un sac de billes de Joseph Joffo. Et c'est celle qui a conduit 3604 Juifs de Nice, de France et d'ailleurs, vers la Gartière en passant, cher Serge, par l'hôtel Excelsior, pour être ensuite déportés vers les camps de la mort. Ces 3604 noms sont désormais inscrits sur notre mur. Et à travers eux, 3604 destins. Des hommes, des femmes, des enfants, dont Simone Veil, née Jacob, ici d'une très vieille famille niçoise. Son papa, André Jacob, était un grand architecte des PLG dans notre ville, alors que Nice organisera les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Vous vous rendez compte que le premier concepteur d'un tremplin de saut à ski en France est l'architecte André Jacob, père de Simone Veil, qui a été inauguré dans la station de Beuys-Walberg en 1934. C'est vous dire combien ces grandes familles qui, à travers Simone, ont poursuivi avec Serge, avec Béate, un combat inouï tout au long de ces années plus récentes, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont des racines ici qui sont anciennes, importantes. Nice a été toujours un espace de liberté, une république de 7 siècles en arrière, où on a toujours élu, voté, et où la communauté juive a toujours participé activement à la vie économique et sociale de notre cité. Des pères comme le vôtre, cher Serge Klarsfeld, Arnaud Klarsfeld, des mères, des innocents assassinés parce que juifs. 3604 défunts
sans sépulture sinon dans les nuages, pour reprendre ce vers écrit en 1945 par Paul Celan. Votre fumée montera vers le ciel, vous aurez votre tombe dans les nuages. Cette antenne du mémorial serait être en quelque sorte leur sépulture ici à Nice. Une sépulture de mémoire pour ces 3604 victimes niçoises et pour l'ensemble des 6 millions de juifs exterminés en Europe par la barbarie nazie. Aidés, ne l'oublions jamais, par des Français, par des fonctionnaires français, par l'État français, y compris ici à Nice. La douleur de la Shoah, c'est la douleur de tous les Français, c'est la douleur de tous les Niçois. Ce mémorial sera ce lieu de mémoire, un lieu niçois de la mémoire de la Shoah. Et à ce titre, il appartiendra à tous les Niçois et à l'humanité tout entière. Un lieu qui permettra de montrer les spécificités de notre histoire niçoise, de la Seconde Guerre mondiale, que Serge Klarsfeld nous a aidé à exposer ici dans notre musée Masséna, cher Jean-Pierre Barbero, il y a maintenant 2 années de cela, avec cette exposition à laquelle vous avez mis à disposition toutes les archives qui sont les vôtres et qui rappellent la Nice de l'occupation, la Nice de la déportation, et qui fut un temps aussi d'éducation et de transmission exceptionnelle. De montrer que la Shoah n'est pas quelque chose qui s'est déroulé très loin, ailleurs, mais ici, au bas de nos fenêtres, dans les rues que nous empruntons tous les jours, au plus près de nous. Je crois que ce matin ici, dans cette Villa Masséna, dans cette maison de tous les Niçois, nous ressentons tout ce mélange de tristesse et de volonté. Je veux, ce qu'on peut se dire, la Villa Masséna, au fond, Masséna, c'est... on a mis le rabbin qui beaucoup compté jusqu'à faire son alia il y a quelques années de cela, qui m'avait offert une lettre du maréchal Masséna, l'enfant chéri de la victoire, si proche de l'empereur Napoléon Ier, dans lequel il lui écrivait en lui disant « Sire, il y a des dispositions fiscales à Nice qui ne sont pas les mêmes pour mes concitoyens niçois de confession juive que pour les autres Niçois. Je vous demande d'y mettre un terme. » Et il y a la réponse de l'empereur Napoléon Ier qui répond à son maréchal d'Empire en lui disant « Vous avez bien fait de me signaler ça, je donne immédiatement des instructions au préfet des Alpes-Maritimes pour y mettre un terme. Je veux la même égalité pour tous. » Ça a beaucoup de sens que nous nous retrouvions aussi aujourd'hui dans cette villa transmise à la ville de Nice par l'héritier de celui qui a voulu la justice pour tous, quelle que soit leur religion, ici dans notre cité, au début du 19e siècle. Puis, on le sait, ce mémorial est plus nécessaire que jamais. D'abord parce que cette génération des témoins directs nous quitte. Il y a eu Simone Veil, Féodor Merovka, qui nous a quittés cette année, mon ami Charles Gottlieb, Martine, qui nous a accompagnés si souvent lorsque nous avons accompagné régulièrement ces collégiens de Nice vers le camp d'Auschwitz-Birkenau, et dont nous avons commémoré le 10e anniversaire de la disparition. Et je sais combien, jusqu'à leur dernier souffle, ils ont eu tous cette inquiétude sourde. Et après, qui parlera encore de la Shoah et de nous? Eh bien, ce mémorial est une réponse que nous leur adressons directement. Nous en parlerons. Et à notre tour, nous serons les témoins des témoins. Et nous veillerons à ce que les générations qui viennent soient à leur tour les témoins des témoins. Alors que nous venons de vivre 2 années terribles, 2 années où l'antisémitisme s'est révélé aux yeux du monde, 2 années qui nous montrent combien, oui, la bête immonde est de retour,
combien au fond, elle n'avait jamais disparu, mais s'était tapie tout au fond des âmes et des réflexes pour mieux ressurgir dans l'interstice de nos lâchetés et de nos renoncements. Ces 2 années terribles viennent de se conclure par un été de cristal, comme il y avait eu une nuit de cristal dans l'Allemagne nazie en 1938. Un été de cristal où des rabbins ont été agressés en pleine rue, des enfants humiliés parce qu'ils portaient une kippa ou une étoile de David autour du cou, des touristes israéliens expulsés de restaurants, de vols, de centres de loisirs, parce qu'ils sont juifs, et ils auront beau dire non, parce qu'ils sont israéliens, nous savons, nous, que c'est parce qu'ils sont juifs. En Espagne, en Italie, en France, partout en Europe, les mêmes scènes se répètent. Jusque dans le sport, avec cette volonté d'interdire une équipe israélienne de Vuelta, alors que le sport se voudrait un refuge des valeurs, malgré la guerre, malgré les difficultés. L'automne est là, dans quelques jours, et je ne vois pas de meilleure manière de refermer cet été terrible, au fond, qu'en dévoilant notre projet de mémorial de la Shoah, ici à Nice. Je veux saluer chaleureusement Jennifer Carré, qui nous livre ici un projet qui est à la fois à la hauteur du lieu et de l'enjeu. Et Monsieur le Président Éric de Rothschild, comme votre secrétaire général et directeur, je veux vous remercier d'avoir fait le choix d'un des plus talentueux cabinets d'architectes niçois. Vous auriez pu faire appel à quelqu'un venu de Rennes, de Nantes, de Bordeaux, de Paris. Eh bien, je vous remercie d'avoir reconnu ce talent aussi pour incarner ce mémorial qui sera absolument magnifique et qui est à la hauteur du lieu et de l'enjeu. Il fallait redonner vie et sens à cette sous-station Le Bon qui fait partie du patrimoine niçois. C'est ce que vous proposez dans le respect du lieu, de son histoire et de son objet, comme nous avons pu le faire par ailleurs et sur un tout autre projet, puisqu'il s'agissait d'aménager une salle du Théâtre National de Nice dans une église franciscaine du XIIIe siècle. Et pour cela, je tenais à vous en remercier. Cette tâche de dire ce qu'a été la Shoah, qui ont été les victimes, quelle est notre responsabilité à nous Français, cette tâche est par définition inachevée. Toujours recommencer, jour après jour, génération après génération, classe après classe. Et à l'exemple du mémorial de Paris, nous savons qu'ici, dans ce mémorial qui viendra bientôt à jour, des élèves et des professeurs, monsieur l'inspecteur d'académie, viendront apprendre et tenter de comprendre l'incompréhensible. Ils viendront se poser cette question qui nous traverse tous et qui est, j'en suis convaincu, le plus sûr rempart contre l'antisémitisme. Comment cette horreur a-t-elle été possible? Comment, dans notre pays, la France des Lumières, des droits de l'homme, de la Révolution, a-t-on pu trouver tant de bourreaux prêts à arracher des familles sans défense à leur foyer? Et comment a-t-on pu trouver tant de lâches pour les laisser faire et pour détourner les yeux? Il y a la soumission à la force et à l'autorité. Et il y a aussi ce poison profond de l'antisémitisme, ce poison universel qui est et qui reste malheureusement français. Poser ces questions, c'est nous interroger au plus profond de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être, comme individus et comme nation. Et c'est justement l'une des fonctions fondamentales de ce mémorial. Dans le temps qui est le nôtre, nous mesurons tous combien ce travail de mémoire est nécessaire, combien il est salutaire. Il prolonge un travail que nous menons ici à Nice depuis quelques années, pour dire ce qu'a été la Shoah et que j'ai rappelé tout à l'heure, pour établir les prénoms, les noms des déportés, des enfants que l'on a arrachés à leurs écoles, pour dire et inscrire dans la chair de notre ville les lieux qui ont vu cette tragédie se nouer, mais aussi
pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont sauvé la dignité de l'humanité en aidant et en sauvant. Je pense aux Justes de Nice et de France, Baudette et Moussa Abadi, les pasteurs Edmond Évrard et Pierre Garnier, et bien sûr, Monseigneur Alfred Domat, évêque de Nice, comme Monseigneur Paul Raymond, qui sans doute est celui qui aura pris le plus de risques et le plus œuvré dans ce domaine. Comme à ceux que nous ne connaissons pas, pour toujours anonymes et juste inconnus. Aujourd'hui est donc une journée importante, celle des débuts, celle qui permet à un projet de s'incarner, de devenir réalité, celle qui nous projette dans ce temps où le mémorial de Nice sera et sera utile. En attendant, je veux remercier tous ceux et celles qui permettent à cette antenne d'ouvrir, non loin d'ici, impasse Peyerberg, et en particulier à vous, Monsieur le Président Éric de Rothschild, vous qui présidez le mémorial de la Shoah depuis 20 ans désormais, vous qui êtes un gardien opiniâtre et patient de cette mémoire, ici à Nice, à Paris, mais aussi partout à travers l'Europe, et notamment à Varsovie. Je veux vous redire une nouvelle fois toute mon amitié et tout mon soutien. Nous ne vous ferons jamais défaut. Puis, comment ne pas penser à vous, cher Serge Klarsfeld, vous qui êtes la mémoire vivante de la Shoah, vous qui revenez tous les 30 septembre ici à Nice pour vous rendre rue d'Italie, là où ce drame absolu de la Shoah s'incarne pour vous personnellement. Là où pour vous, la Shoah a un visage, celui de votre père, et un prénom que porte votre fils, mon ami Arnaud. Vous qui avez incarné avec Béate la volonté de mettre les coupables face à leurs crimes et à leurs responsabilités, et à travers eux, c'est l'humanité tout entière que vous avez défendue. Et en parlant de Béate, il me plaît à rappeler que j'étais tellement fier que vous acceptiez que nous vous fassions ici, l'une et l'autre, citoyens d'honneur de Nice. Vous êtes nos Niçois, et en même temps que Béate est sans doute celle de la gifle la plus célèbre de ces décennies écoulées de notre histoire contemporaine. Quel courage qu'incarne la femme d'aujourd'hui telle que nous voudrions qu'elle se comporte en toutes circonstances pour inviter toutes les autres au courage. Je crois que, comme moi et comme beaucoup de personnes présentes aujourd'hui, vous attendez le jour de l'ouverture de cette antenne avec impatience. Ce que nous voyons aujourd'hui la redouble, d'autant que nous savons que du côté de la collection et du parcours muséographique, les choses avancent bien aussi. Nous en sommes tous convaincus, la bête immonde ne sera défaite que dans les prétoires, avec la poursuite systématique des antisémites devant les tribunaux, et aussi dans les écoles, dans les musées, par l'éducation encore et toujours. L'esprit de résistance que vous incarnez, chers Serge et Béate, doit être entretenu au plus profond de chacun. Et puis, au fond, si vous revenez tous les 30 septembre et que nous aurons encore le bonheur de vous accueillir, nous sommes un 17 septembre. Et le 17 septembre, c'est une date anniversaire. C'est aujourd'hui en tout cas celle de vos 90 ans. Et je crois que c'est le plus beau symbole, cher Éric de Rothschild, que de découvrir notre projet en ce jour-là. Saror, nous nous souvenons, nous ne cesserons jamais d'en parler, de répéter que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une perversion qui a tué et qui tue encore. Ce mémorial sera là pour en témoigner et pour transmettre l'esprit de résistance, le refus de la haine et du renoncement. Vive Nice, vive la République,
et vive la France. Merci, monsieur le maire. Le hasard a bien fait les choses, en effet. Nous sommes le 17 septembre et c'est l'anniversaire de Serge. Et Serge, nous serions ravis que tu prennes maintenant la parole. Cher Christian, cher Eric, chers amis, je fête aujourd'hui mes 90 ans et je dis merci au hasard que cet anniversaire coïncide avec la pose de la première pierre du mémorial de la Shoah de Nice. Ce hasard a pour moi une signification profonde. Ma génération d'orphelins de la Shoah et d'enfants cachés est en voie d'extinction. Elle est exceptionnelle, cette génération, parce qu'elle est désormais la seule à avoir vécu à la fois la Shoah et la résurrection d'un État juif après 19 siècles de disparition, pendant lesquels, faute d'État, le peuple juif a mené une existence dispersée, chaotique et ensanglantée. Aujourd'hui, je dois être l'un des derniers juifs, avec ma sœur, âgée aujourd'hui de 93 ans, à avoir vécu et survécu aux rafles de la Gestapo, que la Gestapo a opéré dès son invasion le 8 septembre 1943 à Nice, dernière portion de la zone d'occupation italienne. Aussitôt, le commando de SS du bras droit d'Eichmann, Alois Brunner, a bouclé les sorties de Nice et contrôlé les trains, les cars, les voitures. Dans les rues, les contrôles d'identité se sont multipliés. La nuit, avec l'aide des militaires allemands, les immeubles où vivaient les Juifs ont été les cibles des rafles. Ils étaient cernés. Les façades étaient éclairées par des projecteurs. Les SS, étage par étage, appartement par appartement, vérifiaient les papiers d'identité et arrêtaient par familles entières ceux qu'ils découvraient être juifs, étrangers et français. Pour Brunner, les Juifs n'avaient qu'une seule nationalité, la nationalité juive. C'était la panique dans la population juive qui, du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943, avait bénéficié de la bienveillance des autorités italiennes. Pas un juif n'avait été déporté des 8 départements occupés par la 4e armée italienne. Et Nice était alors une oasis pour les juifs dans l'Europe aux mains des nazis. Le préfet des Alpes-Maritimes, Chéniaud, a détruit le fichier des Juifs à l'entrée des Allemands et lui-même a été déporté en 1944. Quant à la police française, elle n'a pas participé aux arrestations qui n'ont été opérées que par la Gestapo à Nice. Confronté à cette situation, mon père n'est pas resté passif. Il était énergique. Volontaire étranger dans l'armée française roumain, il avait combattu dans la bataille de la Somme. Son régiment avait stoppé pendant 24 heures les chars de Rommel. Son neveu avait été tué à ses côtés. Prisonnier, il s'était évadé. À Nice, il faisait partie du réseau combat. Aidé par 2 amis juifs hongrois, il a construit dans l'entrée de notre appartement au 15 rue de la d'Italie, au 3e étage, dans un profond placard, une fausse cloison en bois
s'ouvrant dans le bas par une porte avec crochet à l'intérieur et par laquelle on pénétrait dans la cachette à 4 pattes. Je me souviens de ce qu'il nous a dit, à ma mère et à moi, et à ma sœur. Ma sœur avait 11 ans et moi, j'avais 8 ans, tout juste. Si les Allemands arrivent et nous arrêtent, moi je survivrai, parce que je suis fort. Mais vous, vous ne survivrez pas. S'ils viennent, je leur ouvrirai la porte pour qu'ils ne fouillent pas trop. Et vous les enfants, vous devez rester silencieux et ne pas bouger. Et on a fait des répétitions, car il fallait emporter avec nous nos vêtements, refaire en vitesse les lits, effacer la présence de la mère et des enfants. Le 30 septembre, à la veille de la rentrée des classes qui à l'époque avait lieu le 1er octobre, nous dormions quand nous avons entendu vers minuit des camions dans la rue et soudain des projecteurs éclairaient nos plafonds. Nous avons sauté du lit, nous avons agi comme aux répétitions. Nous nous sommes tous les trois engouffrés en pyjama dans cet étroit espace de la cachette où nous nous tenions debout, serrés les uns contre les autres. Les gestapistes montaient méthodiquement, étage par étage, et l'on entendait déjà des cris et des pleurs. Le mur de gauche de notre cachette donnait sur l'entrée de l'appartement mitoyen, celui des Goetz, amis de nos parents, qui se faisaient passer pour Alsaciens, alors qu'en réalité ils s'appelaient Rapoport et étaient originaires de Pologne. Ils avaient 3 enfants, dont une fillette de l'âge de ma sœur Marguerite, qui était l'amie de ma sœur, une sœur aînée et un frère de 20 ans. Quand les SS sont arrivés à notre étage, ils sont d'abord entrés chez nos voisins. Et tout de suite, nous avons entendu des cris. Ils battaient les fillettes pour savoir où était caché le frère aîné qui ne vivait pas dans l'appartement. Le père hurlait, et j'entends encore sa voix. « Police française, au secours, sauvez-nous, nous sommes Français !» Nous sommes restés silencieux comme mon père nous l'avait demandé, et ma mère nous caressait la tête pour nous rassurer. Nous savions que ce serait très vite notre tour. On a frappé à la porte, mon père a ouvert, nous avons entendu immédiatement « Où est votre femme et vos enfants ?» Notre père a répondu, ce qui était vrai, qu'il y avait eu une désinfection de l'appartement et cela se sentait encore, et que nous étions à la campagne. Les SS n'ont pas insisté. Mon père était très grand et fort. Ils ont dû comprendre qu'il ne parlerait pas. Ils ont fouillé l'appartement et nous avons entendu l'un d'entre eux ouvrir la porte de notre placard et rabattre sur la tringle les vêtements qui se trouvaient devant cette fausse cloison qu'il n'a pas touchée, la prenant pour le mur. C'est le moment de référence de ma vie. Ce bruit des vêtements glissant sur la tringle, je savais à 8 ans que j'allais mourir si nous étions découverts. La porte du placard s'est refermée. Ils ont dit à mon père de s'habiller et ils sont sortis. Aussitôt mon père, qui avait dû se rendre compte que ma mère avait pris ses clés et que s'il ne fermait pas la porte à clé, cela éveillerait les soupçons de la Gestapo, a pénétré dans le placard. Ma mère a ôté le crochet, a ouvert la porte. Il a dit simplement « mes clés ». Elle les a trouvées, les lui a données. Il lui a embrassé la main et il est parti pour toujours. Toute la nuit, nous sommes restés serrés tous les 3 l'un contre l'autre. Au matin, ma mère est sortie du placard. Elle craignait que la Gestapo n'ait laissé des hommes à la sortie de l'immeuble. Elle a entrebâillé la porte quand elle a entendu quelqu'un descendre. Elle a vu que c'était un voisin. Elle lui a demandé de vérifier s'il n'y avait pas d'Allemands. Il est descendu et remonté. Rien n'a signalé.
nous avons quitté l'immeuble et avons passé des nuits en changeant d'hôtel jusqu'à ce que nous trouvions un couple qui nous loue une chambre à Saint-Sylvestre. Dans la rue, nous marchions, ma sœur et moi, sur un trottoir, ma mère, qui avait l'accent russe, sur le trottoir d'en face. Nous avions des instructions au cas où elle serait arrêtée. Dans le trolleybus, à l'époque il y avait des trolleybus, elle était à l'arrière et nous à l'avant. La Gestapo bloquait soudainement les rues, vérifiait sous les portes cochères si les suspects étaient circoncis. La plupart du temps, nous nous réfugions dans la cathédrale de Nice, à l'angle de la rue d'Italie et de l'avenue de la Victoire. Nous y passions des heures. Au bout de 2 mois, ma mère, n'en pouvant plus, a décidé de revenir dans notre appartement. Elle nous a dit, s'il y a une rafle, vous allez dans la cachette et moi j'ouvre la porte. Les Allemands ne sont pas revenus aux 15 rue d'Italie. Et en février 1944, lors de l'évacuation de Nice, de mères et d'enfants en prévision de bombardement et de débarquement, nous avons réussi à gagner la Haute-Loire, où le major allemand Schmeling protégeait les nombreux juifs qui s'y étaient réfugiés. Cette nuit terrifiante du 30 septembre a donc été une référence, et dans toutes les situations dangereuses que j'ai connues dans mon action militante, je m'y suis référé, évitant ainsi d'avoir peur. En perdant mon père, j'ai beaucoup perdu. Je n'ai pas tout perdu puisque ma mère, une mère juive inoubliable, a veillé tendrement sur ma sœur et moi, malgré l'isolement et malgré la pauvreté. À force de travail, elle a réussi à nous élever grâce à l'école publique et aux bourses. Ma sœur est devenue agrégée de l'université et moi, grand croix de la Légion d'honneur. Mon père a toujours continué à vivre avec sa femme et avec ses enfants, et même avec ses petits-enfants qui sont là. En 1981, ma mère a passé la dernière nuit de sa vie à Nice, au Negresco, étant venue une fois de plus contempler l'immeuble de la rue d'Italie, où elle avait été si heureuse quand nous étions encore tous les 4, comme sur cette photo bien connue de nous, tous les 4 sur la promenade des Anglais. Ma sœur, jadis, dans un moment de dépression, avait tenté de se suicider et justifié son acte par la perte de son père bien-aimé. Quant à moi, mon père ne m'a jamais quitté non plus. Je l'ai cherché à l'hôtel Lutetia. J'ai rêvé parfois toute ma vie qu'il était revenu et j'étais tellement heureux de le revoir. Je suis allé à Auschwitz le retrouver il y a exactement 60 ans, en 1965, et c'est là que j'ai décidé, avec lui, que l'axe de ma vie serait de défendre la mémoire des victimes de la Shoah et de défendre Israël. Il y a 5 jours, au Congrès à Paris, de survivants de la Shoah venus du monde entier, j'ai déclaré que Nice était pour nous, fils et filles des déportés juifs de France, une ville exemplaire. Grâce à son maire, cher Christian, chaque lieu de mémoire de la Shoah y est marqué par une plaque ou par une stèle sur le domaine public. En particulier la caserne au Var, où furent internés 544 d'entre eux, et la gare de Saint-Roch, d'où furent dirigés sur le camp de Drancy 544 d'entre eux, et livrés aux Allemands par Vichy, l'hôtel Excelsior, prison des Juifs arrêtés par les Allemands et centre de transit, d'où partirent plus de 3000 Juifs vers Drancy et Auschwitz, le quai numéro 1 de la gare centrale, d'où partirent réquisitionner les wagons de la Gestapo, le mur des déportés
cher Christian, que vous avez initié et inauguré en janvier 2020 et qui est le témoin de votre engagement et celui de la majorité des Niçois qui vous ont soutenu et qui vous soutiennent toujours. À proximité de ce mémorial, vous avez édifié celui des justes héros de la société civile. Oui, j'aime Nice et son maire, Christian Estrosi, qui a fait de Nice une des villes de France les plus dynamiques et les plus belles, mais aussi la ville la plus proche des Juifs et la plus solidaire d'Israël. J'ai oublié de vous dire que tout ce que j'ai pu accomplir depuis 65 ans, je le dois à une Allemande non juive dont l'ambition était de réhabiliter l'Allemagne. Sans elle, qui est entrée dans l'histoire, sans son amour et sans son énergie, aurais-je eu la force d'agir? J'en doute. C'est seulement ensemble que nous avons pu devenir ce que nous voulions être. Mon père et ma mère sont encore en moi. Ma femme est toujours avec moi. Notre fils, membre du Conseil d'État, porte le prénom de mon père, comme vous l'avez rappelé, cher Christian. Depuis toujours, Arnaud veille sur ses parents comme si nous étions ses enfants, et il a toujours été à nos côtés pour nous épauler, et il prendra notre suite. Notre fille, avocate, vit heureusement à Rome où elle est mariée avec un haut fonctionnaire italien. Et ses 3 enfants sont venus avec elle aujourd'hui à Nice pour mon anniversaire. J'ai 90 ans. Je suis à Nice et je suis heureux en prévoyant que ce mémorial des Juifs de la Côte d'Azur insufflera une vie posthume à des milliers de Juifs qui n'auraient pas voulu être oubliés. Ce mémorial permettra aussi aux Niçois et à de nombreux touristes de mieux connaître et de mieux comprendre cette période tragique et aussi les défis et les dangers auxquels aujourd'hui sont confrontés Israël et les Juifs. Notre association des fils et filles des déportés juifs de France est profondément engagée dans ce projet. Et je salue mon ami qui a voulu être anonyme, mais dont je donne le nom quand même, mon ami Jacques Volzock, ici présent, et qui est aussi le dernier survivant à Monaco des rafles de la police de Vichy et de celle des Allemands, et qui est président de la commission d'indemnisation des déportés juifs de la Principauté. C'est mon ami Jacques Volzock qui finance en grande partie les travaux d'édification de ce mémorial de Nice. Que ceux qui le peuvent suivent son exemple. Et à tous ici présents, mes amis, je souhaite de nous retrouver ensemble à l'inauguration du mémorial de la Shoah de Nice le plus tôt possible en 2026. La parole est maintenant au préfet Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Difficile de parler après Serge Klarsfeld.
Je vais tenter néanmoins quelques mots rapides avant que le représentant de l'État dans le département, le secrétaire général de la préfecture, s'exprime au nom du préfet Laurent Autiot, que je salue chaleureusement. Monsieur le ministre, cher Christian Estrosi, madame la sénatrice, monsieur le président du mémorial, cher Éric de Rothschild, monsieur le directeur, cher Jacques Fredge, qui se cache derrière, mais qui, on peut applaudir aussi très chaleureusement parce qu'il joue un rôle évidemment essentiel. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, bien évidemment. Quelques mots rapides en tant que délégué interministériel et partenaire historique public du mémorial. La pose de la première pierre de ce futur mémorial de la Shoah est évidemment un moment teinté de solennité et d'émotion, parce que, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, tout à l'heure, le contexte que nous vivons en France actuellement rend ce geste particulièrement symbolique, nécessaire, et je dirais même qu'il nous oblige. Ce contexte, vous l'avez dit tout à l'heure, avec cet été effroyable en matière d'antisémitisme que notre pays connu, parmi tous les événements qui ont frappé notre pays, un peut-être plus encore que les autres nous a particulièrement choqués. Vous l'avez également évoqué tout à l'heure. Je pense, il y a un mois, presque jour pour jour, dans la nuit du 13 au 14 août, à cet olivier planté à la mémoire d'Ilan Halimi, qui a été abattu à Épinay-sur-Seine. Parce que cet acte, qui n'était pas qu'un acte de vandalisme, dit aussi que s'attaquer aux vivants ne suffisait plus pour certains et que la haine honteuse se faufile désormais aussi dans les silences de la nuit pour s'en prendre aux morts. Pour s'en prendre aux morts, car oui, tronçonner cet arbre, c'est vouloir effacer de notre mémoire collective le calvaire innommable d'Ilan Halimi, mais aussi tenter de faire oublier la violence extrême que produit la haine antisémite. Et reconnaissons-le, cet été, l'antisémitisme a franchi effectivement un cap, parce qu'en voulant souiller et abîmer la mémoire, celle d'Ilan Halimi, mais aussi celle de la Shoah, des Justes à Lyon, avec la dégradation du mémorial de la Shoah à Lyon, la dégradation de plusieurs plaques à la mémoire des Justes, cet événement est évidemment considérable. Et je dois dire que le gouvernement a réagi, vous le savez, extrêmement rapidement et que nous ne laisserons personne déraciner ces mémoires et nos mémoires, et ce futur mémorial y contribuera. Cela a été rappelé. La Shoah a frappé ici à Nice, d'abord lieu de refuge pour de nombreux juifs ayant fui la zone occupée, se pensant à l'abri dans cette zone sous administration italienne. Ils y furent malheureusement rattrapés par l'impitoyable machine de mise à mort nazie. La rafle d'août 42, celle de septembre 43, l'hôtel Excelsior, la collaboration du régime vichiste, sont autant d'événements que ce futur mémorial permettra non seulement de rappeler à l'attention des jeunes générations, mais il cherchera également à incarner cette histoire avec un grand H et avec une grande H telle que l'appelait Georges Perec, dont la famille a été en partie décimée du fait de la déportation à travers des figures, des personnes dont le destin a croisé celui de cette ville. Vous l'avez dit, je pense évidemment à Charlotte Salomon, cette artiste juive allemande qui nous a livré d'incroyables dessins réalisés lors de son refuge niçois, ou encore évidemment celui de Simone Veil et de sa famille raflée le 30 mars 1944, et de tant d'autres encore. Une histoire qui est aussi une histoire de sauvetage, et on sait l'importance que revêt l'histoire des justes parmi les nations, honorés pour leur courage, avec cette phrase magnifique du Talmud, vous le savez, gravée au dos de cette médaille qu'il aurait remise, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Mais ce mémorial n'est pas qu'un lieu de commémoration, il sera aussi un lieu de transmission et de vigilance, tourné vers le présent et le futur, parce que l'antisémitisme, vous le savez, prend de nouveaux visages, nourrit une atmosphère devenue bien souvent étouffante pour nos compatriotes juifs, dans nos universités, sur les bancs de nos écoles, dans les différentes sphères de la société, en ligne et dans le monde réel, à chaque fois sommés de prendre position sur la situation au Proche-Orient, essentialisés, assignés à résidence ou tout simplement silencieusement exclus des cercles amicaux, professionnels, parce que cette situation est insupportable et intolérable. Des lieux comme celui-ci apporteront une réponse en rappelant les blessures et les horreurs du passé et alerter sur la permanence de certains mécanismes d'exclusion et de vieux stéréotypes toujours à l'œuvre aujourd'hui dans le temps présent. Et je veux saluer pour terminer évidemment le professionnalisme des équipes du mémorial de la Shoah, les équipes autour de Jacques, mais tous ceux qui l'entourent évidemment, et je leur fais pleinement confiance pour continuer à faire que ce futur lieu remplisse dignement les hautes missions qu'il s'est assignées. Et je suis donc très heureux, avec le représentant de l'État dans le département évidemment, mais aussi au nom de l'État national, d'apporter le soutien du gouvernement, des pouvoirs publics au mémorial chaque année, et de manière grandissante, cher Jacques et cher Éric, pour permettre aussi le travail inlassable de mémoire et de transmission que vous menez à Paris, à Drancy, à Orléans, à Pithiviers, à Chambon-sur-Lignon, partout en France, et demain à Nice pour continuer ce travail essentiel de mémoire. Merci à tous.
Merci, cher Mathias, de ces mots et du soutien de la DILCRA dont nous avons tant besoin. Merci beaucoup. J'invite maintenant le secrétaire général de la préfecture, M. Patrick Abonsou Adebled, à bien vouloir me rejoindre pour prendre la parole. Monsieur le maire, Madame la sénatrice, Monsieur le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Monsieur le président du Mémorial de la Shoah, Monsieur le président de l'association des fils et des filles des déportés juifs de France, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations et des cultes, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de représenter devant vous aujourd'hui Laurent Autiot, qui malheureusement ne peut être parmi nous, retenu par des engagements pris de longue date. Le protocole fait de moi le dernier orateur. J'avoue que ce rôle me semble naturel, sauf parfois en certaines occasions, comme aujourd'hui, où très clairement j'ai le sentiment de m'effacer devant l'importance, la solennité de ce moment. Ici, nous sommes là pour défendre la mémoire. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Ce mot du poète Paul Éluard donne toute sa dimension à l'œuvre qui nous rassemble ce matin. Il témoigne de notre volonté que ne s'éteigne ni le cri des suppliciés, ni la parole des survivants. Nous le ressentons tous. Parler de la Shoah, c'est engager notre responsabilité d'homme du présent. C'est travailler à rendre plus humain le monde de demain. Nommer, raconter, montrer. C'est ce que font tous ceux qui refusent de baisser la garde face à l'oubli, au déni et à l'indifférence. Nommer pour conjurer l'anonymat du matricule. Graver les noms dans un monument de mémoire, comme sur le mur des déportés de la colline du château. Raconter. C'est ce que font Primo Levi, Robert Anthem et beaucoup d'autres, comme vous, M. Clarfed, comme vous venez de le faire encore devant nous aujourd'hui. Montrer les lieux, archiver les textes et les traces. C'est un devoir collectif qui revient notamment aux historiens et aux services de l'État. Mais cela va au-delà. Et c'est ce que nous voulons amplifier avec des lieux tels le musée du Mémorial de la Shoah, qui à peu de distance du lieu où nous nous trouvons maintenant, sera bientôt une réalité ô combien nécessaire. Car les stéréotypes antisémites restent d'une actualité effrayante. Ils ont évidemment évolué depuis l'époque où Anatole Leroy-Beaulieu définissait les trois composantes de l'antisémitisme moderne. L'antijudaïsme traditionnel, qui remonte au Moyen-Âge, la judéophobie anticapitaliste, apparue au XIXe siècle, et le racisme pseudo-scientifique, qui établit une hiérarchie fantasmatique entre les peuples. Non. Aujourd'hui, certains de ces stéréotypes ont la vie dure, et malheureusement, d'autres sont apparus sous couvert d'antisionisme. Mais personne n'est dupe. L'antisionisme, lorsqu'il est le rejet de l'existence d'Israël, est un antisémitisme. C'est pourquoi nous devons rappeler ce qui nous unit plus que jamais, le triptyque républicain, l'héritage humaniste des Lumières et de la République. Ces principes et ces valeurs doivent être défendus à chaque instant. Comme doit être rappelé que l'histoire des Juifs de France est inséparable de l'histoire de la République et de l'amour de la France. Je repense aux paroles de Marc Bloch. La France demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire que sous son ciel, et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. Qu'aujourd'hui encore, cet attachement puisse être nié par certains, refusé, foulé aux pieds, nous ne pouvons le tolérer. Chaque fois que l'antisémitisme progresse, c'est la République qui recule, c'est la démocratie qui dépérit.
La violence à caractère antisémite est profondément révoltante, insupportable. Révoltante et insupportable, la profanation, par exemple, et ça a déjà largement été évoqué, il y a un mois, d'un olivier planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Cette affaire, faut-il le rappeler, fut un coup de tonnerre déjà à l'époque. En 2006, un de nos compatriotes juifs est mort en France parce qu'il était juif. Il n'a pas été victime d'un criminel isolé, mais a été, pendant plusieurs semaines, la victime de ceux qui ont été au courant de sa séquestration, de ses tortures, ont participé et n'ont rien dit. Et aucun de ces barbares n'a montré de compassion. Les démocraties oublient parfois qu'elles ont des ennemis. Ce sont les ennemis de ce que Karl Popper appelait la société ouverte. Ce sont ceux qui haïssent profondément la liberté individuelle, la laïcité, le pluralisme. On ne trouve malheureusement pas parmi eux que des voyous, des délinquants et des violents. Certains d'entre eux sont aussi depuis toujours des intellectuels et des penseurs. Leurs armes, nous les connaissons, ce sont la désinformation, la perversion de l'histoire, le règne de la rumeur, le relativisme moral. Ils ont trouvé avec les réseaux sociaux de nouveaux moyens d'action contre la liberté. Nous devons accorder une attention très sévère au développement de l'antisémitisme en ligne, et je sais, cher Mathias Hoth, qu'avec vos équipes de la DILCRA, vous y consacrez sans relâche. Mesdames, Messieurs, le combat contre le racisme et l'antisémitisme est évidemment l'affaire de tous, et pas seulement des professeurs, du mémorial ou de l'État. Même si l'État, à vos côtés, vous le savez, pour chaque acte, intervient, enquête et veille à faire condamner les auteurs. Mais il va nous falloir beaucoup de détermination et d'imagination pour changer en profondeur les mentalités. Je reste néanmoins convaincu que le pays de Simone Veil et de Léon Blum, de Gaston Monerville et de Paulette Nardal ne se résignera jamais à l'antisémitisme. Il revient à chacun de le combattre à son niveau. C'est un combat quotidien, fait de paroles et d'actes de mémoire, de démonstration. Un combat dont l'intensité avec laquelle nous le menons dit ce que nous sommes. Une France, un pays qui ne se résignera jamais. Le musée du mémorial de la Shoah, dont nous avons dévoilé aujourd'hui la maquette, dans quelques mois, en apportera l'éclatante démonstration. Et je ne peux qu'être heureux aujourd'hui d'avoir pris la parole devant vous pour célébrer ce moment, ce départ visible, même si le projet existe forcément et évidemment depuis longtemps. Et je vous remercie de le porter collectivement, je vous remercie d'être là, et je suis heureux, et j'espère être là à vos côtés également encore, pour venir l'inaugurer dans quelques mois. Messieurs, s'il vous plaît.